Good morning. Bonjour. Thank you very much for this organization. Mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de la conférence pour l'invitation, pour l'excellente préparation, pour votre hospitalité. Je m'approche du micro, je répète, bonjour à tout le monde. Merci à Monsieur le maire pour l'invitation. Monsieur le consul général, merci pour votre présence. Je souhaite la bienvenue à Madame Patena. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué. Veuillez m'excuser la prononciation, ma mauvaise prononciation des noms polonais. J'ai décidé de parler anglais. Il est important d'engager des actions communes, internationales. Le langage commun peut nous aider. La plupart des publications, ce sont des publications justement en anglais. Il y en a moins en français ou en polonais. L'anglais est notre langue commune. Le sujet que j'aborde est important tout en étant très complexe. La santé est très complexe. Ici, en plus, s'ajoutent des interactions, l'impact des champs électromagnétiques sur la santé, sur les maladies. C'est un problème vraiment complexe. Je vais essayer d'utiliser un langage simple pour vous présenter à ces questions complexes. Ces problèmes touchent les enfants et les adultes. Je tiens à me focaliser sur les enfants. Il faut avoir cela en tête en particulier. La diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, vous voyez le progrès des technologies depuis des années. Ici, j'ai marqué le début en 1900 jusqu'à nos jours, les différentes inventions liées à l'électricité, la radio, les radars, la télévision, les ordinateurs, les téléphones cellulaires et aujourd'hui les smartphones, les réseaux Wi-Fi, etc. Cette évolution des technologies s'accompagnait de l'apparition de maladies décrites par la science depuis plus d'un siècle. Au début, l'électrocution et après des cancers, des maladies liées à l'exposition, à l'action des radars, de la télévision. À cela se sont ajoutées les maladies cutanées de la peau liées à une exposition prolongée devant l'écran de l'ordinateur. Encore dans les années 70, après les fausses couches, les tumeurs cérébraux et l'électro-hypersensibilité dont on parle de plus en plus aujourd'hui. Dans ma communication, je tiens à souligner la chose suivante. Il faut faire la distinction entre les différents types de rayonnement. Ici, vous voyez toute une panoplie sur ce slide, une panoplie de différents éléments entre ionisants et non ionisants. Vous y voyez les différents éléments et les retombées, les effets liés à ces éléments.
low frequencies. Les fréquences basses, les moins ionisantes, This electromagnetic à spectrum, gauche, radio frequencies, hyperfrequencies, microwaves, all are non-ionizing radiation. The et problem is les différents types de rayonnement ionisants et non ionisants. scientists and À l'heure actuelle, les savants, les chercheurs et les opérateurs only de la téléphonie mobile ainsi que les hommes politiques semblent non-ionizing radiation at considérer que l'exposition à la radiation non ionisante some thermal effects pour l'intensité la plus élevée peut être nuisible, risque d'entraîner des évolutions nuisibles chez l'homme. thermal effects. Voici les valeurs de référence You in this scientific à ces extrêmes. have showed that Ces derniers temps, health, la recherche montre chronic que les autres fréquences, can cause detrimental health effects. l'exposition chronique Accepted official à d'autres limits types de does not fréquences protect people pèsent and not également particularly, sur la as santé. we will see, children. Ces normes officielles ne sont pas suffisantes pour assurer la protection de la santé humaine, surtout chez les enfants, Discrepancy between what is ce que j'ai déjà souligné au début. at the moment À mon avis, il y a une certaine différence entre les normes qui sont acceptables and what the à l'échelle sociale medical scientific et community les niveaux, les normes adoptées par la réglementation et les découvertes de la science qui montrent So, I will que refer to d'autres WHO, fréquences peuvent peser également sur la santé humaine. recognized in 2002 Ici, vous voyez l'Organisation mondiale de la santé en 2002, les fréquences très basses, ELF, ont été classées par l'OMS comme that means possiblement cancérigènes. Il s'agit du groupe 2B. Cela signifie que nous ne pouvons pas être sûrs à 100% de l'impact de ces fréquences sur la santé humaine. En 2013, les fréquences le radio RF ont également été classées, elles aussi, comme so potentiellement cancérigènes. Il s'agit de nouveau du groupe there is a DB. risk to have DB. cancer when you are Il y a un risque exposed, to electromagnetic fields. d'apparition d'un cancer suite à l'exposition à ce type de fréquences ELF et RF. Dans ma communication, je tiens à me centrer sur l'EHS, l'électro-hypersensibilité, qui est un sujet très important. Il y a de plus en plus d'études là-dessus, surtout chez les enfants. En 1996, l'Organisation mondiale de santé a organisé des ateliers sur ce problème ainsi que sur MCH. Ce sont deux domaines qui sont strictement liés entre EHS et MCS, polysensibilité chimique. Ce sont souvent les conséquences interdépendantes de différents facteurs. En 1996, ces ateliers avaient été organisés à Berlin sur la polysensibilité chimique et sur l'électro-hypersensibilité. En 1997, à Stockholm, la Commission européenne a présenté un rapport en la matière. Ce rapport précise que le 2 syndromes deviennent de plus en plus problématiques dans le contexte de la communication sans fil, dans le contexte du réseau Wi-Fi par exemple. L'électro-hypersensibilité a été décrite dans les rapports en question. Officiellement, en 2005, dans le rapport numéro 282, l'OMS a considéré
l'OHS a classé comme maladie, officiellement comme maladie. Dans ma communication, je tiens à me référer aux études, aux analyses que nous avons effectuées. Celles-ci concernent l'électro-hypersensibilité et la polysensibilité chimique. Nous nous en occupons en détail depuis 2007. Plus de 1200 personnes ont été analysées, examinées. Ce sont des patients autodéclarés qui se sont plaints de syndrome de la polysensibilité chimique et de l'électro-hypersensibilité. Nous avons mené des analyses dont les résultats je tiens à vous présenter aujourd'hui. Avec mon équipe, nous avons analysé, nous avons examiné à plus de 2000 patients qui se plaignaient de HS ou de MCS. Et ces analyses avaient été réalisées dans les années 2005-2015. La plupart des patients que nous avons examinés, à plus de 500, souffraient de HS, partiellement de MCS. 154 souffraient de deux maladies, EHS et MCS. Vous y voyez également l'âge moyen ainsi que le sexe. Le HS et MCS sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Le HS, il y a presque 2 fois plus de femmes qui en souffraient, 34 femmes et 18 hommes en ce qui concerne MCS. Nous n'avons pas examiné les enfants. Actuellement, nous travaillons sur une nouvelle étude pour améliorer la connaissance du problème chez les enfants et chez le nouveau-né. Pour l'instant, les résultats ne sont pas encore concluants. Concernant les critères, l'absence d'une pathologie susceptible d'expliquer les symptômes chez les patients. Souvent, les symptômes en présence d'ondes électromagnétiques, après souvent la régression ou la disparition, après la suppression du rayonnement et l'évolution chronique, tels sont les critères cliniques du diagnostic pour sélectionner les patients concernés. Ensuite, plus en détail, de quels symptômes cliniques il s'agit. Qui souffrait tout d'abord le mal de tête. Nous y voyons les résultats, EHS et le 2 en même temps. C'était le premier symptôme. 88% se plaignaient du mal de tête dans le contexte de l'électro-hypersensibilité. Ensuite, la dysesthésie, les troubles liés à la sensation, à la touche, au toucher, ainsi que les changements cutanés. Les maux musculaires, ce sont d'autres symptômes évoqués par les patients. Ensuite, l'arthralgie et l'otalgie, présents également parmi les symptômes. La sensation de chaud à proximité de l'oreille. Les patients se plaignent souvent d'une telle inflammation, d'une telle sensation de chaud à l'oreille à proximité du téléphone. Plus de 60% ont évoqué le tinnitus. Ensuite, l'hypersensibilité auditive, les troubles d'équilibre, ce sont d'autres symptômes évoqués par les patients.
is cognitive, Voici la suite des symptômes, les problèmes cognitifs, les problèmes de concentration, les pertes de concentration, les déficits de mémoire. disorder. Tels sont d'autres symptômes souvent notés à cette occasion. This pathological disorder is a very Il me semble que severe one. c'est lié Fatigue, au fait que l'EHS a un impact majeur sur le quotidien. ideation. Fatigue ideation, Souvent, des pensées suicidaires 40, se manifestaient parmi les patients. L'insomnie, naturellement, 74% EHS, 92% dans le cas de la combinaison de deux maladies. Les dépressions, les évolutions cutanées, is only subjective. les maladies des yeux, des problèmes émotionnels et des angoisses, Skin lesions and some neurological la dépression que j'ai déjà évoquée, et les problèmes neurologiques, toute une liste de symptômes évoqués par les patients avec l'électrosensibilité ou MCS. Pour bien examiner les patients, il faut se fonder sur des critères objectifs. Il n'est pas facile d'établir de tels critères. Il fallait identifier des biomarqueurs que nous avons établis, l'histamine, S100B, nitrosine, HASP 27 et 70. Il s'agissait d'exploiter ces biomarqueurs pour définir et déterminer l'état de la santé des patients. Nous avons réalisé des échocardiographies Doppler que je vais présenter au détail par la suite. Ces biomarqueurs devraient nous donner des informations sur l'EHS et le MCS. L'utilisation des biomarqueurs que j'ai déjà évoqués nous permet d'avoir plus d'informations détaillées sur l'état de la santé de nos patients. Nous avons de plus en plus de résultats d'études susceptibles de nous apporter des informations essentielles. Le meilleur marqueur, probablement, mélatonine. Nous avons des données objectives qui nous permettent d'évaluer les changements dans le cerveau des patients, de savoir ce qui se produit sous l'emprise de la radiation électromagnétique. Pour l'instant, on n'est pas certain avec ces biomarqueurs. Ça peut être lié aux maladies, à des maladies. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, tous les diagrammes. Il est difficile de les présenter ici. Je veux vous présenter des résultats qui n'ont pas été encore publiés. Cela nous montre que 70% des patients témoignent d'un stress oxydatif. Cela signifie que les maladies, les cancers, mais pas seulement, également le diabète type B, s'explique par le stress oxydatif. Il est très important de noter que le même stress oxydatif est lié ou a été noté chez les patients diagnostiqués électro-hypersensibilité ou polysensibilité chimique. Vous y voyez d'autres informations détaillées. Le scannage du cerveau, MRI
Ces études montrent l'absence de changement dans le cerveau des patients. S'il n'y a pas de changement suite au scannage, il n'est pas possible d'exclure d'autres changements dans le cerveau. Dans le cadre de nos études, nous avons constaté que les meilleures analyses pour identifier des changements, ce sont les analyses Doppler. Cela concernait surtout l'artère médiane du cerveau. Les analyses Doppler peuvent montrer les évolutions qui ne sont pas visibles dans le cas des autres méthodes. Nous avons ici la pulsabilité du cerveau et le débit sanguin du cerveau chez 60% des patients diagnostiqués avec l'échocardiographie Doppler. Nous avons des troubles de pulsabilité du cerveau et du flux sanguin cérébral. Ensuite, d'autres analyses que nous avons effectuées en France, les résultats n'ont pas encore été publiés. Dans de nombreux pays, autant que je sache, ces analyses ne sont pas analysées. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est déjà fait. Les examens échocardiographie, pulsatilité du cerveau, les lobes temporels sont analysés. Nous pouvons voir le débit sanguin dans les lobes. Je suis en train de chercher les résultats associés. Vous y voyez les résultats de ces analyses. Ici, nous voyons ce qui s'est produit chez les patients. Vous savez, en jaune, vous voyez des colonnes bleues et jaunes qui montrent qu'il y a une chute du débit sanguin dans les lobes temporels. On analyse les lobes temporels qui, vous le savez bien, jouent un rôle important dans cette pathologie. C'est très important de le montrer pour vous. Il y a une certaine chute dans certains espaces. Il y a certaines chutes, certaines réductions. Ça s'est marqué en bleu et en jaune. Cela montre que les lobes, que le débit n'est pas suffisant à travers les lobes. Cela signifie que le système limbique est le deuxième noyau, le deuxième centre du lobe temporel sont impactés par cette pathologie. Maintenant, il n'est pas seulement possible de diagnostiquer la maladie, mais aussi nous savons quelque chose de plus, ce qui nous permet d'expliquer en quoi consiste cette maladie et d'expliquer à ce qui s'est produit suite à l'interaction entre le champ électromagnétique et le cerveau. Comment cette maladie se développe-t-elle sans aucun traitement? La situation risque d'être vraiment difficile. Si c'est traité auparavant, si on évite les champs électromagnétiques, cette maladie a peut-être complètement éradiquée. Mais comme je l'ai déjà dit, c'est très rare. Cette électro-hypersensibilité est une maladie chronique. Environ 20%. Dans 20% des cas, la maladie peut être éradiquée si on évite complètement les champs.
Pour les médecins dans la salle, je peux vous rappeler que cela peut être comparé avec l'épilepsie. Cette maladie peut se caractériser par des moments d'amnésie, comme cela est le cas de l'épilepsie. À cela s'ajoutent d'autres symptômes. Ce n'est pas tellement une maladie décrite comme la maladie Alzheimer, mais certains stades de cette maladie sont très similaires. Ce sont les troubles cognitifs qui sont importants à observer. Les problèmes comportementaux également chez les enfants. Il faut tenir compte de la survenance de ce problème chez les enfants pour des raisons diverses et variées. Les enfants sont sensibles, exposés à l'action du champ électromagnétique. Ce n'est pas encore officiellement reconnu, mais c'est reconnu par les membres de l'OMS. Pourquoi? Il y a un ratio d'absorption propre qui est plus élevé chez les enfants que chez les adultes. Vous voyez à droite l'évolution de la situation chez un adulte et à gauche chez un enfant. Il est certain que les enfants sont très sensibles à l'action des champs électromagnétiques. Deuxièmement, les enfants se voient développer leur système nerveux. Étant donné cette expansion du système nerveux, il y a certains facteurs épigénétiques, ou plutôt des problèmes épidégénétiques et des problèmes de croissance. C'est pour cette raison que les enfants sont particulièrement exposés à l'action des champs électromagnétiques. Troisièmement, enfin, leurs crânes ne sont pas encore matures. Elles ne protègent pas tellement le cerveau contre l'action du champ. Enfin, la durée de l'exposition à l'action du champ électromagnétique sera plus longue tout au long de la vie par rapport aux adultes. Nous avons de nombreuses raisons pour lesquelles nous devons considérer les enfants comme prioritaires sur le plan de la protection. Les niveaux de référence communément admis ne protègent pas les enfants. Moi, comme chercheur, je ne peux pas accepter la situation existante lorsque les niveaux de référence ne sont pas corrects. Je ne suis pas seul dans le monde. De nombreux chercheurs en Europe, aux États-Unis, partagent mon avis. Mais malheureusement, ce message scientifique est rejeté, remis en question. Les résultats de nos analyses sont rejetés. Ce sont les aspects économiques qui prévalent, les aspects politiques aussi. Voici quelques explications. Nous décrivons et nous publions ce que nous appelons MFIS. Ça, c'est l'électro-hypersensibilité et la polysensibilité chimique. Ce sont deux aspects de la même pathologie, de la même affection pathologique. Reste à savoir si c'est lié au système limbique ou au thalamus. Des analyses avaient été menées en 2015. En 2015, nous avons publié un rapport de 25 pages concernant les résultats de nos analyses. Nous sommes d'avis que nous avons affaire à une affection pathologique unique. Il s'agit de la sensibilité MCS
et la sensibilité à EHS. Les symptômes étant similaires, les anomalies biologiques aussi, la barrière sang-cerveau est rompue. Chez certains patients, la barrière hématocérébrale. Les maladies se produisent chez les mêmes patients et les résultats thérapeutiques sont similaires, pareil, ce que nous aurons l'occasion de voir. Voilà. Ça, c'est très difficile à comprendre, mais les médecins ici présents devraient avoir cette distinction. Il faut distinguer entre l'intolérance et la sensibilité et l'hypersensibilité. La sensibilité peut être innée ou acquise. Elle peut être acquise ou provenir plutôt. Héritée, voilà. Elle peut être héritée. L'hypersensibilité consiste en la réduction du niveau de tolérance et l'extension de l'intolérance sur l'ensemble du spectre des fréquences électromagnétiques. Vous savez que notre système nerveux est doté de récepteurs et de magnétorécepteurs. Une explication de cette hypersensibilité peut-être la suivante. Il peut y avoir une certaine interférence, une action du champ électromagnétique sur les magnétorécepteurs, mais à mon avis, ce n'est pas le cas. Les physiciens cherchent à distinguer entre le champ électromagnétique naturel. Nous savons que la Terre, on en a un, mais il est difficile de distinguer entre les champs naturels et artificiels. Nous avons des champs anthropiques qui sont polarisés et qui pulsent. Les champs naturels ne sont pas polarisés. Ainsi, les ondes sont plus variées. Pour des raisons techniques, nous utilisons un rayonnement polarisé, les ondes étant disposées sur un seul plan. Les ondes sont très toxiques. Ce n'est pas un champ électromagnétique continu non plus, comme le champ naturel, c'est un champ qui pulse. Ces deux raisons nous montrent pourquoi les champs artificiels sont plus nocifs que les champs naturels. Pour cela, il est difficile de nous imaginer que la toxicité est liée aux magnétorécepteurs du cerveau humain. La situation est plus compliquée. Ça, on l'a déjà publié. Voici quelques explications comment les champs électromagnétiques impactent le cerveau de l'organisme, le cerveau humain, et sur l'intégralité de l'organisme. Vous savez que c'est l'histamine qui en est la clé. Ça, c'est la molécule clé, mais à cela s'ajoutent d'autres médiateurs. Le stress oxydatif et nitrosatif sont provoqués. C'est une évolution très importante. Ces deux stress, nitrosatif et oxydatif, provoquent les troubles, le dysfonctionnement de la barrière BBB. Les molécules inflammatoires s'infiltrent dans le cerveau en faisant bouleverser la situation et en provoquant l'inflammation des nerfs dans le cerveau.
Le tableau est très compliqué. Il y a deux états. Le premier, c'est une phase réversible, une phase pré-maladie, pré-pathologique, accessible, disponible. C'est un stade réversible, pré-pathologique. Il est possible de prévenir. À cela s'ajoute le stade pathologique qui est, quant à lui, irréversible. Tout comme pour le cancer, des neurones sont détruits. C'est une maladie du système nerveux. La situation est irréversible. C'est tout comme pour le cancer ou la maladie Alzheimer, c'est irréversible. Nous voulons éviter à ce stade irréversible. Nous devons soigner les patients au plus tôt possible, le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte des conséquences biologiques. Tout d'abord, essayons de lutter avec l'hypoperfusion du cerveau. Il y a deux substances qui peuvent être utilisées. Tout d'abord, le papaya fermenté et une plante japonaise. Et les résultats objectifs ont été publiés selon lesquels cela fonctionne. Cela aide à prévenir l'inflammation du cerveau. Le niveau d'histamine est plus élevé. Antioxydants sont ainsi employés pour combattre le stress oxydatif, pour pallier au déficit d'oligo-éléments. On utilise des médicaments aussi. Avec ce traitement, on peut atteindre 70% de réactions positives chez les patients, c'est déjà pas mal. Les patients pourraient vivre assez normalement après. Il me semble que ce traitement est très important. Il est crucial de le mettre en place au plus tôt. Nous devons éviter certains environnements, certains milieux. Voici une information sur le médicament Immunage. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez vous familiariser. C'est ce papaya fermenté. Voici les résultats, les bienfaits de ce médicament. Et voici une image à gauche d'un patient dans un champ électromagnétique et à droite, après 3 mois de traitement du médicament précité. La prévention est indispensable, le traitement étant insuffisant. Il faut donc éviter les champs électromagnétiques. Il faut comprendre ce qui se passe. Monsieur le professeur Kachar a parlé des antennes relais, a parlé des mâts, des stations de base, de téléphonie cellulaire, mais ce qui est crucial, ça c'est l'utilisation de téléphones portables et de téléphones sans fil. On a démontré que si vous utilisez un portable pendant 1 heure ou si vous dépassez cette heure tous les jours, si vous dépassez 1 heure, vous pouvez avoir affaire à l'électro-hypersensibilité. Pourquoi? EHS. Nous avons d'autres champs, Wi-Fi par exemple. Ici, le pourcentage est réduit. Chez 30% des patients, nous n'avons pas de connaissances sur la source électromagnétique susceptible de provoquer la maladie. D'autres questions à considérer, ce sont les sauts
métalliques chez les patients qui augmentent la toxicité des champs électromagnétiques. Il faut donc se concentrer également sur ce problème. Il faut donc supprimer ces sauts de métal chez ces patients. En ce qui concerne la salubrité publique, il s'agit d'une épidémie silencieuse. On n'en parle pas en France, mais cela provoque beaucoup de problèmes sociaux. Ces gens perdent leur travail, ils divorcent, ils déménagent, ils quittent leur ville, leur village. Cela provoque le plus souvent des dépressions. En ce moment, il semble que la morbidité de l'EHS se présente comme ça. Les données proviennent de l'année 2006. Je ne sais pas quand sera-t-il à l'avenir. Le nombre des patients hypersensibles ne cesse de croître. Et en Europe, la morbidité s'élève à entre 2 et 10%. Aux États-Unis, la morbidité en Californie, par exemple, est tout à fait similaire. Nous avons donc affaire à une épidémie silencieuse. Pourquoi? Nous n'avons pas de consignes claires. Comment procéder dans la situation? Je suis d'accord avec le professeur Cachard. En France, la législation serait, une nouvelle loi serait un bon pas. Mais il ne s'agit qu'un seul pas qui ne résoudra pas la situation à l'échelle mondiale. Il y a d'autres recommandations que je tiens à vous présenter. L'utilisation de téléphones portables par les enfants devrait être interdite. Aucune exposition aux champs magnétiques lors de la grossesse. Le fœtus est encore plus sensible. Cela concerne non seulement les téléphones portables, cela concerne également le réseau Wi-Fi que les femmes enceintes devraient éviter. En ce qui concerne les adultes, 20 minutes d'exposition par jour, pas plus. Ça s'est assuré, c'est le seuil fourni à respecter par les opérateurs, mais personne ne les respecte. Nous avons besoin d'une politique double, en quelque sorte, d'une politique de consignes, de recommandations. Il faut éviter les stations de base à proximité des hôpitaux et des écoles. Il faut chasser les iPads des écoles. Il faut interdire l'utilisation des téléphones portables par les élèves à l'école. Il faut réviser à la baisse les valeurs des références, les limites référentielles. À l'heure actuelle, un groupe de scientifiques mondiaux négociera avec l'OMS sur la réduction des niveaux acceptables. L'année passée, j'en ai déjà parlé à Genève avec l'OMS. Les négociations seront dures. Vous pouvez vous l'imaginer. Il y a une énorme pression de la part des lobbies divers et variés. Il me semble que maintenant, les médecins, l'univers de la médecine, sont
éthiquement obligé de convaincre les autorités qu'il existe un problème réel qui concerne non seulement les enfants. What we can maybe negotiate, what we are negotiating with the government is that to include, electro-hypersensibility. Nous négocions maintenant avec l'OMS pour que l'électro-hypersensibilité soit prise en compte, pour qu'elle soit classée maladie, pour qu'elle soit incluse dans la classification mondiale des maladies, de manière à ce que cette électro-hypersensibilité soit considérée comme risque pathologique et maladie. Il reste beaucoup de travail à faire. Si vous êtes intéressé par nos réalisations, par nos actions, vous pouvez consulter notre site, qui sont malheureusement en français, mais partiellement également traduits en anglais, www.ehsmcs.org. Vous voyez cette adresse. Vous pouvez vous familiariser avec les résultats de mes recherches. Je peux vous donner également mes coordonnées si vous avez un patient que je devrais, à votre avis, voir. Merci.